Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, Bonjour comme tous les Richard. lundis à 17h30. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver, comme toutes les semaines. Au programme aujourd'hui, les droits de douane américains, changement de société ou incompétence de l'équipe Trump. Vaste Programme. Oui, vaste programme. Si on écoute les médias français ou les médias internationaux anti-trumpistes, le ciel va nous tomber sur la tête. Oui, on va tous mourir de faim très bientôt. Alors très bientôt, récession gigantesque, les premiers signes de l'apocalypse, et tout ça parce que visiblement quelqu'un d'incompétent, qui n'est entouré de personnes. De fous et d'incompétents. D'ailleurs, c'est typique des méthodes soviétiques. Il faut toujours qualifier de fous les adversaires. Oui, mais donc, à l'époque, on les envoyait dans un asile psychiatrique au Goulag. En fait, ça dépend des semaines, parce que tantôt Trump est idiot, inculte, tantôt il est brutal, tantôt il est fou, tantôt il est incompétent, fasciste, antidémocratique, stupide. Et puis alors là, il a visiblement ouvert les portes de l'enfer. On va en parler dans quelques minutes. Mais avec les droits de douane. Voilà, avant d'en parler, on fait un bref rappel d'une réunion de 40 ans, l'anniversaire des 40 ans de la Griffe, qui a eu lieu. C'est un colloque qui a eu lieu au Sénat. Oui. Et dont les thèmes étaient intéressants, Pierre-Henri. Oui, tout à fait. Alors, c'est un colloque qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant. Et on remercie celui qui a été notre invité il y a quelques mois, Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, qui nous a permis, et qui a d'ailleurs inauguré ce colloque, et qui a permis à la Griffe, alors on rappelle aux auditeurs, Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, qui est la seule association capable de défendre les droits en justice de ceux qui sont persécutés parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont blancs. Et c'est l'exact inverse du pseudo-antiracisme, comme le dénonce son fondateur et président Bernard Anthony depuis plus de 30 ans maintenant. Alors nous avons fait en effet un colloque sur toute une journée dans un salon de conférence du Sénat avec plusieurs invités. Alors il y a eu le mot inaugural de l'avocat général de la Griffe, qui est maître Jérôme Triomphe, que les auditeurs, j'espère, connaissent bien. Et puis après, plusieurs tables rondes sur des sujets divers. Racisme anti-blanc, anti-français, anti-chrétien, avec comme invité une élue locale bien connue, qui est Isabelle Surplis. Voilà. Et après, dernière conférence sur le racisme anti-humain. Donc c'était une belle journée, et puis qui marque surtout un bel anniversaire, qui est celui de 40 ans de combat devant les tribunaux, ce qui n'est pas une mince affaire, le moins qu'on puisse dire, surtout face à la magistrature telle qu'elle est en France et aujourd'hui, et surtout face à la prolifération des actes anti-français, consécutifs bien évidemment, en grande partie à une immigration incontrôlée, une islamisation galopante, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi énormément de cas d'actes antichrétiens, satanistes parfois, ou athées radicaux, etc., que la Griffe a combattu devant les tribunaux. Donc voilà, c'était une belle journée. On remercie encore Stéphane Ravier pour l'avoir rendu possible. Alors, avant d'attaquer notre sujet sur les droits de douane et tout ce qui va avec, une annonce et un coup de gueule. L'annonce vous concerne, Pierre-Henri, puisque vous serez le conférencier du Centre Charlier au mois de mai, le 13 mai plus exactement, donc le mardi 13 mai. Tout à fait. Vous serez donc le conférencier au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Juste à côté de la place Maubert. Voilà, donc le sujet, ce sera votre livre SOS Zinzin. Tout à fait, le recueil recueil de chroniques politiques et satiriques que j'ai écrites depuis 15 ans donc dans la revue Reconquête, la revue du Centre Henri et André Charlier, qui sont des chroniques qui regardent d'un œil amusé, goguenard, tous les délires du monde contemporain sur le racisme, l'immigration, la politique en général, les LGBT, l'art contemporain, etc. Premier tome que vous avez eu la gentillesse et le professionnalisme d'éditer dans votre maison d'édition, Godefroy de Bouillon. Et donc on va en parler parce que vous serez avec moi pour animer. Je serai là, la conférence. C'est à 19h. C'est à 19h exactement. 19h, mardi 13 mai, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, à 19h. L'entrée doit être de, rappelez-moi, 5 ou 10 euros. L'entrée est
est de 5 €. Et 5 vous avez, €. je crois, des réductions pour les étudiants et les chômeurs, comme Il me d'habitude. semble que 5 € c'est pour les étudiants et les chômeurs et 10 € pour Là, c'est marqué en tout cas 5 €. €. Et surtout, la conférence est suivie d'un buffet. Voilà. Le buffet de l'amitié. Alors moi, je serai, j'espère, en train de signer quelques exemplaires, mais on pourra se rencontrer autour d'une tranche de pâté et d'un bon verre de vin, j'espère. Voilà, donc j'espère que les auditeurs qui seront sont dans la nombreux. région parisienne pourront venir. Pour tout renseignement, je rappelle le numéro du centre Henri et André Charlier, le 01 40 51 74 07, 01 40 51 74 07, ou l'adresse courriel suivante, tout en minuscules, sans accent et attaché, chrétientésolidarité.fr@gmail.com. Je répète, chrétientésolidarité.fr@gmail.com. En tout cas, pour ceux qui ne pourront pas venir, ils pourront toujours se procurer votre livre SOS Zinzin, Pierre-Henri, aux éditions Godefroy de Bouillon. On le trouve sur le site de Godefroy de Bouillon, godefroidebouillon.fr, ou sur tout autre site de vente de livres ou chez votre Il est libraire. disponible partout. Partout. Ou en commande Ou chez en les commande libraires, chez les libraires. bien évidemment. Alors, Coup de gueule. Coup de gueule. Vous aviez un Rapide. coup de gueule en réserve. rapide, parce que comme vous, les auditeurs, doivent le savoir, puisqu'il y a eu un peu de tapage sur ce sujet, malgré l'occupation de 90% du champ médiatique par les affaires économiques de libre-échange et de douane, Laurent Wauquiez a fait une sortie il y a 48 heures dans une interview au JDD exclusive, dans laquelle cette interview, il émet l'idée de transporter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Très bien. Bon, alors évidemment, c'est fait exprès. Alors ça a provoqué un tollé, mais c'était fait exprès. C'est fait exprès parce que c'est une façon de se faire parler de soi. Il y a des primaires chez LR et celui qui est le plus radical obtient le plus de voix. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça démontre que les militants de base sont très très à droite chez LR. Ce qui a toujours été le cas. Oui, toujours beaucoup pas plus les dirigeants. que les dirigeants. Il y a toujours un écart entre les militants de base et les dirigeants. En tout cas, bon, très bien. Ça a fait du tollé, levé de bouclier, scandale, etc. Enfin, personnellement, je ne vois pas où est le scandale, mais passons, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il est interviewé hier sur CNews, et donc il explique que lui n'a jamais cédé, il n'a jamais eu le bras mou avec l'islamisme, etc. Bon, ça, c'est sûr qu'il n'a jamais eu le bras mou, il n'a jamais eu de bras du tout, en fait. Oui, il ne risquait pas d'être mou. Il raconte que, parce que le journaliste lui demandait ce qu'il pensait de certains élus de droite, de ce qu'on a appelé maintenant une nouvelle formule. Il y a l'islamo-gauchisme et il y a l'islamo-droiture, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire les élus de droite qui pactisent avec l'islam. Les frères musulmans. En général, souvent des maires, pour avoir la paix sociale, entre guillemets. En général, ils n'ont ni la paix... ni l'intégration. Et donc, il explique que lui ne l'a jamais fait, il ne s'est jamais rendu dans une mosquée, etc. Bon, très bien. Et puis tout d'un coup, il nous explique que son modèle à lui, c'est chez les Romains, vit comme les Romains, et donc en France, on doit vivre comme des Français. Et il nous dit qu'il est persuadé que c'est possible, que l'immigration dans les années 60, les gens venaient, c'était l'immigration de travail, et les gens venaient, ils vivaient à la française. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Jusque-là, je le suis. Pourquoi pas? Très bien, ils n'étaient pas nombreux. Admettons. Plus ou moins, ouais. Bon. Et il dit, mais c'est encore possible. C'est encore possible. Il suffit qu'ils vivent à la française. Et c'est là où mon coup de gueule arrive. C'est qu'il nous explique que non, pourquoi c'est possible. Parce que, tenez-vous bien, le Coran exige des musulmans, de vivre, lorsqu'ils sont à l'étranger, chez des non-musulmans, de vivre comme les non-musulmans. Alors, je ne sais pas où il a vu ça, à quelle page du Coran. J'aimerais bien qu'il me l'explique, mais moi, je vois très bien de quoi il parle. Alors, il affirme, il dit, c'est écrit dans le Coran que lorsque vous êtes... lorsque vous vivez dans une société non musulmane, vous devez vous adapter et vivre comme les autres. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il est écrit dans le Coran, alors, je vois bien de quoi il parle, mais sauf que où il est bête, où quelqu'un lui a filé... Où il est malhonnête. Où il est malhonnête. Voilà. En gros, où il est bête parce qu'il il n'a pas compris, mais ce dont je doute, parce que c'est un garçon intelligent, il est normalien. Oui, il avait même majoré l'agrégation d'histoire. Voilà, c'est un garçon brillant, il n'est pas bête du tout. Et quand il lit un texte, il le comprend parfaitement. Alors, où il ne l'a pas lu et quelqu'un lui a filé le tuyau, où il est malhonnête, intellectuellement, je veux dire. Hein. J'ai ma petite idée. Je précise, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, pas de la malhonnêteté... Bon. Et pourquoi? Parce que le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous êtes en terre, en arabe, c'est Dar al-Harb et Dar al-Salam. Dar al-Salam, c'est
territoire de paix, ça veut dire territoire islamique. C'est ça qu'ils appellent la paix. Et le territoire de guerre, Dar al-Harb, ça veut dire le territoire qu'on doit conquérir. Et lorsque vous y êtes, et vous êtes en nombre trop petit, en situation minoritaire, en situation de faiblesse, il dit appliquez la taqiyya. Qu'est-ce que c'est la taqiyya? Ça veut dire faites semblant, faites profil bas, en attendant d'être en position de force pour se passer à l'action de conquête. Et donc lui s'est arrêté à faites profil bas. Voilà. Oui, il n'a pas continué le texte, parce que il y a la suite. La suite, c'est faites semblant de vivre comme les Français, par exemple, ou comme les Romains, ou comme qui on veut, jusqu'à devenir majoritaire pour passer à l'action. Et lui fait semblant de ne pas connaître la suite. Bon, alors ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle de lui ou de son conseiller qui lui a filé le tuyau. Vous vous rappelez quand même qu'il y a quelques années, et je crois que c'était l'occasion d'ailleurs d'une primaire LR, mais très ancienne, où l'un des candidats était Alain Juppé. Oui. Et Alain Juppé avait avoué... oui, c'était la primaire avec Fillon. Oui, je crois que donc c'était la primaire 2017, en vue de l'élection présidentielle de 2017. Alain Juppé avait avoué qu'il n'avait jamais lu le Coran. Oui, même pas ouvert. Mais personne ne l'a lu. Mais on en a parlé à ce micro il n'y a pas longtemps de l'affaire Retailleau sur LCI TF1 devant un panel de Français. Oui, tout à fait. Où une militante, probablement frère musulman, formée par les frères musulmans, voire une étudiante en droit voilée, qui ridiculise Retailleau en réalité, parce que il ne connaît pas l'islam, il ne connaît rien de ça. Donc il est parti sur la laïcité en disant que interdire le voile, c'est toujours la même chansonnette là, utiliser la laïcité pour interdire le voile. Elle lui a sorti quelques arguments qu'elle connaît bien, parce que ces gens-là sont formés. Ils connaissent parfaitement nos lois, ils connaissent parfément les définitions de la laïcité. Ils sont formés à la dialectique islamiste, comme l'étaient à la dialectique marxiste les militants communistes avant. Le seul moyen de les contrecarrer, c'est de connaître leur religion, leur Coran, leur hadith, etc. Ce que nos hommes politiques ne font jamais, ils ne savent rien de tout ça. Leur seule méthode, c'est d'appliquer une sorte de calque entre la religion catholique et les autres religions, ce qui est complètement débile. Et donc, comme ils ne savent pas, ils fonctionnent comme ça. On n'arrête pas, j'entends tout le temps... eh bien, il y a eu la loi de 1905 pour le catholicisme. Ah, eh bien, il y a eu le consistoire pour les juifs et ils n'ont qu'à faire pareil. Non, mais c'est pas interchangeable, les religions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites un effort, lisez le Coran. Comprenez bien ce qu'il y a dedans et arrêtez de prendre vos sources de conseillers qui sont encore plus incultes que vous, et voilà, qui sur ce sujet fiches, en tout cas, et qui font des fiches de synthèse et qui utilisent des livres de livres de personnes favorables au tiers-monde et à l'islam pour en sortir des fiches de synthèse ineptes. Voilà. Donc tous ces gens, que ce soit Retailleau, voilà, ils sont deux candidats pour la présidence de LR, sur le sujet islamique, ils sont aussi incultes l'un que l'autre sur le sujet. À moins qu'ils soient cultivés et qu'ils fassent semblant, j'en sais rien. Mais c'est un peu inquiétant, parce qu'ils font partie des quelques-uns dont on espérait justement un peu de culture, que ce soit Retailleau ou Wauquiez. Alors imaginez le niveau des autres. Imaginez le niveau culturel et de culture générale et de profondeur historique d'un Xavier Bertrand ou d'un Jean-François Copé ou équivalent. Ah oui, parce que là on a pris les deux meilleurs. Oui. Et qui sont des gens cultivés. Encore une fois, Wauquiez c'est une de nos personnalités politiques les plus cultivées normalement. On ne peut pas arriver, alors j'ai un doute si c'était sur l'agrégation d'histoire ou sur le concours d'entrée à Normal Sup, dans tous les cas c'est très difficile, on ne peut pas arriver... il est agrégé d'histoire, mais il était arrivé premier à l'un des deux. Et ça indique quand même une capacité à Normal Sup, il est arrivé premier. Donc quand même, c'est l'un des concours les plus difficiles de France. C'est un homme politique extrêmement cultivé, mais on peut être très cultivé. En fait, qu'en fait-il ? Ou bien il connaît l'islam, il fait semblant de ne pas le connaître, ou bien il est très cultivé sur de tas de sujets, mais celui-là, il l'a un peu négligé. Et d'ailleurs, il n'est pas là, puisqu'on parle pour être équitable au Rassemblement national, c'est pas mieux. Parce que lorsque Marine Le Pen nous explique que l'islam est compatible, tout à fait compatible avec nos mœurs et avec la culture française, avec les valeurs de la République, pardon, j'ai oublié toujours le mot magique, non, voilà. Au Rassemblement national, il y en a un peu qui connaissent aussi l'islam. Pour être honnête, il n'y a qu'Éric Zemmour et Philippe de Villiers. Et Philippe de Villiers en 2007. Oui, tout à fait. Avec son livre Les mosquées de Roissy. Où il dit des choses exactes sur l'islam. Éric Zemmour a creusé le sujet
Il le dit lui-même, alors on peut le dire au micro, il a lu les livres de Bernard Anthony sur l'islam, entre autres, hein, il n'a pas lu que ça, entre autres, parce que je l'ai entendu à plusieurs reprises répéter des arguments qui sont dans ces livres-là, de Bernard Anthony, et donc, mais en tout cas, il a creusé le sujet, voilà. Et donc, on doit admettre que ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. On fait une pause pour le Bobino, et on se retrouve dans quelques secondes pour parler de la guerre douanière. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, on reprend cette deuxième partie d'émission et on va attaquer notre sujet principal. On a trop perdu de temps sur les coups de gueule et le reste. Mais il y avait à dire. Alors, à dire. Et donc, les droits de douane, de quoi s'agit-il? Donc voilà... on parle de ça comme si c'était une surprise, une hécatombe, sauf que ça fait des années qu'il en parle, Donald Trump. Et qu'il avait commencé de toute façon à le faire pour certains pays, en particulier pour la Chine, mais pas uniquement lors de son premier mandat. Et que Joe Biden n'est pas revenu dessus. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les démocrates ne sont pas hostiles à tout ce que fait Trump. Et comme l'a dit un ancien ambassadeur de France aux États-Unis, tous les deux claquent la porte au nez de leurs interlocuteurs ou amis. Il y en a un qui les claque en disant au revoir et l'autre qui le claque sur les doigts, en l'occurrence Trump. Mais enfin, le résultat est le même. C'est Gérard Haro, ancien ambassadeur, qui disait ça. Oui. Absolument. Alors là, en effet, pas du tout coup de tonnerre, sauf pour les gens qui font semblant de le découvrir, mais annonce de la mise en vigueur d'un gros paquet de tarifs douaniers, y compris sur des partenaires commerciaux comme l'Union européenne et comme chaque pays de l'Union européenne, qui faisaient semblant de ne pas s'y attendre. Oui. Et avec des taux assez élevés dans certains cas. Ils ont tellement l'habitude eux-mêmes de ne jamais respecter ce qu'ils promettent à leurs électeurs qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'un homme politique applique ce qu'il a promis à ses électeurs et ce pourquoi il a été élu. Puisse tenir ses promesses, mais même en dessous de tenir ses promesses, ce que je pense constater, c'est que c'est la simple action qui est, à leurs yeux, inconcevable. Un homme politique qui agit vraiment, c'est-à-dire qui va prendre des décisions qui sont suivies des faits dans la réalité, qu'elles soient économiques, financières, commerciales, il l'a fait pour l'immigration, d'ailleurs, ça les a choqués. Immigration, etc. Parce qu'eux ne font rien. Voilà, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui agit, dans un sens comme dans un autre, à la limite, on peut en discuter, moralement, ce que vous voulez, éthiquement, mais quelqu'un qui agit, déjà, ça leur fait peur. Oui, exactement. Puisque c'est l'un des grands vices de l'Occident, et de l'Europe en particulier, c'est surtout de ne pas agir. Oui. Et surtout quand les dangers menacent. Au-delà du fait que ça soit bien ou mauvais, il faut toujours rappeler que ces électeurs voulaient ça. Ils ont voté pour lui pour ça. Alors, donc, parce qu'on n'arrête pas de dire c'est pas démocratique, c'est un dictateur. Non, mais les gens ont voté pour lui parce qu'il leur a dit qu'il allait faire ça. Ils ont voté pour lui, donc ça veut dire qu'ils ont voté pour ça. Alors, il le fait. Après, que ça soit bien mauvais pour l'Europe, pour la Chine, pour un tel ou un autre. Peu importe, lui il est président des États-Unis, il n'est pas président du monde. Et donc, c'est pas gentil vis-à-vis de ses amis, dit-on, à savoir l'Europe. Il n'y a pas de gentillesse, chacun préserve ses intérêts. Ouais, c'est surtout même pas gentil vis-à-vis de l'un de ses principaux bras droits, à savoir Elon Musk, qui possède des sociétés dont les actions ont plongé et a perdu quelques milliards dans le lot, mais qu'il récupérera peut-être d'une autre manière d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Ça fait partie du jeu, mais Trump a au moins une cohérence doctrinale, parce qu'en plus... moi, j'entends des commentateurs dire Trump fait ça pour s'en mettre plein les poches. Je ne comprends même pas. Je l'ai entendu sur France 5. Ça ne m'étonne pas de France 5, parce que honnêtement, il y a peu de médias qui disent ça. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Je me demande même si c'était pas la fameuse experte des États-Unis, Nicole Bacharan, qui disait quelque chose comme ça, qui est dans une virulence anti-Trump depuis des années. Mais là, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Et là, en l'occurrence, en effet, vous avez les plus grands groupes américains qui ont des modes de fonctionnement qui leur permettent de faire des marges monstrueuses tout en ne payant aucun impôt aux États-Unis. Et c'est entre autres à ça que Trump veut mettre fin, pas uniquement, mais entre autres, et parce que la situation économique et surtout budgétaire américaine n'est pas bonne. Et à continuer justement à avoir un déficit budgétaire qui, en particulier à cause de l'équivalent de la sécurité sociale et des caisses de retraite, se creuse, mais pas uniquement. Vous avez aussi les dépenses militaires et vous avez le service de la dette, parce qu'il ne faut pas oublier que l'endettement américain est très important aussi. Et soit vous continuez à dépenser autant et sans augmenter vos recettes
auquel cas vous allez droit dans le mur, et à terme, c'est en plus le dollar qui prend et votre économie qui s'émiette petit à petit, soit vous essayez d'adopter, comme essaye de le faire Trump, c'est pas forcément la seule solution et c'est pas forcément la solution miracle qui va forcément fonctionner, mais il essaye d'adopter une thérapie de choc, c'est-à-dire de redoper son économie et reconstituer un terreau productif, en particulier industriel, sur le sol américain, qui en a et les ressources et la main-d'œuvre, quand même, et il essaye de le faire avec un programme choc. Alors, en effet, le modèle, ce que vous venez de dire, c'est le modèle actuel, il est très simple. C'est le nôtre aussi, hein. C'est le nôtre. On en vit mal depuis un certain temps, on se plaint, et lorsque quelqu'un applique ce que les Européens et les Américains revendiquent depuis longtemps, on dit « Oh là là, mais parce qu'il s'appelle Trump ». En réalité, hein, si c'était Joe Biden qui avait fait ça, et il a fait ça un peu, Joe Biden. Hein. Joe Biden avait fait ça aussi. Ouais. Hein. Bon, parce Plus que légèrement. Plus légèrement, mais les Plus droits légèrement. ce qu'avait imposé Trump dans sa première mandature, Joe Biden ne l'a pas révoqué. Oui. Ça veut dire que voilà. Donc, c'est quoi, pour schématiser, le modèle est très simple, vous venez de le dire, il y a l'endettement. En réalité, on est dans un monde occidental, européen et américain, qui s'endette. Nous connaissons tous la dette française, etc. Globalement, même si l'Allemagne est moins endettée, mais en tout cas, globalement, on s'endette tous. On s'endette auprès de certains pays en les faisant travailler pour qu'ils nous revendent leur camelote. Donc, on leur achète des choses en s'endettant auprès d'eux et en les enrichissant et en appauvrissant notre propre population qui devient assistée. Donc, pour schématiser, vous avez une société occidentale dans laquelle elle s'est développée au cours des révolutions industrielles et elle a transformé sa population, son prolétariat ou sa paysannerie en classe moyenne, donc, je veux dire, sa population pauvre, voire très pauvre, en classe moyenne. C'est ça qui a fait que on est devenu des pays développés dans lesquels il n'y a plus de famine et il n'y a plus de pauvreté, de grande pauvreté en tout cas. Grande pauvreté, voilà. Et donc, il y a une... Comment on différencie un pays développé d'un pays sous-développé? C'est que dans le pays développé, la classe moyenne représente plus de la moitié de la population. Voilà. Donc avec, bien sûr, une classe pauvre, mais minoritaire, et une classe très riche, minoritaire aussi. Ce qui est en train de se passer là, depuis quelques décennies, c'est que l'Occident est en train de se tiers-mondiser, dans la mesure où le cycle de sous-traitance, cette façon de sous-traiter à l'étranger, a créé un phénomène très simple. C'est que les très riches deviennent encore plus riches, mais ils sont 2-3% de la population. Alors, ils peuvent monter à 5 parce que ça crée de nouveaux riches, mais ça reste très limité. Très, très limité. Pas énormément, de toute façon. La classe moyenne s'appauvrit, devient assistée. Assistée avec quoi? Avec du surendettement. C'est-à-dire que l'État s'endette pour assister la classe moyenne qui devient pauvre, et qui s'enrichit. Parce que quand on crée des pauvres, il y en a d'autres qui s'enrichissent. C'est mathématique. Voilà, c'est mathématique. Quand on gagne, il y a quelqu'un qui perd. Et donc, quand la classe moyenne s'appauvrit en Occident, s'enrichissent les plus riches en Occident et surtout les nouveaux riches des pays émergents dans lesquels on produit. Et auprès desquels l'État des pays occidentaux, les États des pays occidentaux s'endettent pour assister leur population. Donc, en gros, nous sommes en train de fabriquer des pays où il y a de l'assistanat qui fonctionne avec de la dette. Donc ça a une fin, ça, on ne peut pas s'endetter comme ça éternellement et avec des sommes colossales pour créer des richesses chez nos adversaires. C'est ça qui se passe. Et donc à un moment donné, Donald Trump a eu le courage, parce que ce que nous réclamons depuis longtemps, de dire non, stop, on arrête d'enrichir les autres pour s'appauvrir nous-mêmes. Donc il veut rapatrier. Alors l'argument principal de ceux qui le critiquent, et il le critique non pas parce qu'il considère que ce qu'il fait est mauvais, il le critique parce que c'est Donald Trump et il est considéré comme un fasciste. C'est ça la vérité. L'argument principal, c'est de dire « Oh là là, inflation, les produits faits en Chine ou en Inde, on ne peut pas les produire chez nous, ça coûtera 3 fois plus, les gens n'auront plus les moyens. » Ils essaient de nous faire croire que produire, fabriquer dans ces pays-là, c'est pour le bonheur du pauvre qui va payer son produit moins cher. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, on produit ailleurs, non pas pour vendre des produits pas chers aux pauvres, mais pour gagner 10 fois plus. Voilà, c'est la marge. Pour faire des marges beaucoup plus hautes. Les produits que l'on vend en France, par exemple, qui viennent de Chine, sont vendus trop cher par rapport à leur prix de revient. C'est trop cher. Alors, ça paraît pas cher par rapport à un produit français, et encore. Alors moi, je prends toujours l'exemple, prenons le textile. Vous avez des produits de luxe maintenant qui étaient vendus, un blouson, une doudoune,
Une doudoune de luxueuse ski. fabriquée en France à 500 euros. Du jour au lendemain, elle est fabriquée en Arménie ou en Roumanie, elle est à 1200 euros. Du jour au lendemain. Donc si elle revient en France, et à 500 euros, le fabricant était largement gagnant. Voilà. Il a été racheté par des financiers qui veulent des marges énormes, et tout est comme ça. Hein. On parle des téléphones portables qui vont afficher 3000 euros de prix, mais non, pas du tout. Vous savez les marges qu'ils font, Apple, vous savez, donc il suffit de baisser sa marge. Fois 9. En gros, toute la sous-traitance à l'étranger n'est faite que pour multiplier par 20, par 100 les bénéfices des plus riches. Alors là, on va prendre pour un mélanchoniste. Non, je suis pour le capitalisme et l'économie libérale. Mais le capitalisme orienté vers le bien commun de la société. Pas pour 2% de la population et transformer les autres en pauvres et en assistés. Mais on aura sans doute l'occasion de reparler de ces sujets-là qui mériteraient beaucoup plus d'heures d'émission et qui sont absolument passionnants. Mais il y a, pour conclure, il nous reste à peine 10 secondes, une véritable déconnexion en fait que l'on oublie entre la production de biens et la production de services. On ne peut pas uniquement faire reposer d'un côté une économie sur la dette pour maintenir une société qui ne produit que des services, c'est-à-dire, entre guillemets, l'économie tertiarisée qui ne produit que du vent. Et ce qu'essaye de faire Trump, c'est de revenir à une production primaire et secondaire qui produisent des biens de consommation, qui font de la manufacture et qui exploitent de l'énergie. On rappelle et qui dépendent moins des autres. Évidemment. Rappelons, il nous reste 10 secondes, comme vous dites, rappelons pendant les 2 années où nous ont emprisonnés chez nous pour une affaire de virus, COVID, oui. qu'on n'avait pas de médicaments, ni de masques, ni de rien, parce que c'était sous-traité à l'étranger. Donc il suffit que ces pays qui les produisent nous disent je suis mécontent, je vous boycotte, je ne vous vends plus rien, on n'a plus de médicaments. Voilà. Chers auditeurs, on se retrouve lundi prochain, 17h30, nouveau numéro de Culture et Politique, où nous parlerons là encore d'autres sujets d'actualité plus française cette fois-ci. Bonne semaine à tous. Merci, à bientôt.